Top! Je vis à l'abri de la lumière dans les habitats sombres et humides. Être unicellulaire, ni animal, ni plante, ni même champignon, je n'ai pas de pattes et pourtant je peux me déplacer. Je n'ai pas non plus de bouche, d'estomac, ni d'yeux, et pourtant je peux percevoir le monde autour de moi et ingérer ma propre nourriture. Je suis quasi immortel et possède plus de 700 types sexuels. Je suis présent sur Terre, mais j'ai aussi voyagé dans la Station Spatiale Internationale. Je suis le Blob. J'étais déjà venu vous voir dans l'émission 474 et me voici de retour avec ma meilleure ambassadrice, Audrey Dussutur, qui vient nous présenter son dernier livre à mon sujet. Nous sommes le mercredi 8 février de l'an 2023. Bienvenue dans Podcast Science. Alors bonjour à tous, ce soir nous avons une jolie table virtuelle avec du monde un peu partout dans le monde. Nous avons d'abord Blohan depuis Paris à la technique. Salut. Nous avons Bliren depuis les Alpes. Ça me fait trop rire ce truc. Bonsoir. Nous avons Bléora depuis Perduville. Salut à tous. Nous avons moi, Blalexa depuis Los Angeles. Et nous avons Blopo depuis Paris. Bonsoir tout le monde. Et nous avons notre invité, le Blob, et son ambassadrice Audrey Dussutur depuis Toulouse. Bonsoir. Audrey nous avait fait déjà l'immense plaisir de nous rejoindre lors de l'épisode 474 aux côtés d'Antoine Wisrach pour nous parler de leur ouvrage sur l'Odyssée des fourmis. Et maintenant, aujourd'hui, on va parler d'un autre organisme que tu étudies, le Blob, et je laisse la parole à Topo. Alors tout d'abord à Cléora qui avait une question justement pour initier, ou Bléora comme tu veux. Bléora, oui. Pour le livre tout jaune, donc du blob Fifi, donc toute l'écriture du livre se passe du point de vue du blob, donc moi, le blob, justement, à la première personne, comme si c'était Fifi, le blob qui écrivait, une sorte de journal intime d'histoire de science du blob. Alors comment est venue cette idée? Est-ce qu'il y a une idée parasitée qui t'est venue, ou c'était l'idée de point de départ du livre, ou c'est venu un peu plus tard? Non, c'est venu extrêmement rapidement. C'est en discutant avec le dessinateur du livre, Simon Bailly, que j'ai jamais personnellement rencontré, donc c'est très drôle. Je ne l'ai vu qu'en 2D, en visioconférence. Et en discutant, on trouvait que c'était fun que le blob raconte son histoire, et aussi parce que j'avais pour objectif que les collégiens et les lycéens lisent le livre. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa si c'est le blob qui racontait et pas moi, la scientifique un peu chiante qui raconte la science. Et je me suis dit d'avoir un peu le point de vue du blob, parce que ces livres qu'on fait quand on vulgarise, de toute façon, on tombe toujours dans les travers de l'anthropomorphisme. Et je me suis dit, quitte à faire de l'anthropomorphisme, autant l'assumer complètement et y aller à fond. Et donc, c'est le blob qui raconte son histoire. Donc c'est ça la différence de projet éditorial entre le premier livre qui est paru aux éditions Équateur, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander, le point de vue, ou est-ce qu'il y a d'autres différences, d'autres histoires La plus grande différence, c'est que dans le tout premier livre, c'était une autobiographie plus ou moins croisée, puisque je parlais énormément du travail du chercheur, des conditions dans lesquelles se font la recherche, et donc c'était un chapitre sur la recherche, un chapitre sur le blob, un chapitre sur la recherche. Dans ce livre-là, on parle de la recherche, mais au travers du blob, dans le nombre d'expériences qu'il fait, etc. Mais on se focalise pas du tout sur le fonctionnement d'un laboratoire, du tout. On est plus focalisé sur le blob, on en apprend beaucoup plus sur sa biologie que dans le premier, parce qu'en fait, j'ai construit ce premier par rapport à tous les retours que j'ai eus lors de conférences grand public ou dans les échanges que j'ai eus avec les enseignants sur les projets de sciences participatives. Je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des choses qui manquaient dans le premier. Donc, j'ai essayé de compléter ça. Et donc, c'est plus un livre retour, en fait. C'est plus un cadeau que je donne, que ça complète le premier. À mon avis, si on disait, quel est le mieux à lire, je pourrais peut-être pas répondre, mais peut-être que le deuxième est beaucoup plus complet, en tout cas sur le blog. Okay. Bah, on peut conseiller d'acheter les deux, hein, voilà. Oui, on sent bien le partage, l'idée de vouloir... parce qu'il y a plein de petites recettes aussi toutes simples pour faire des expériences chez soi, carrément, dedans. Non seulement aussi, donc il y a aussi la BD illustrée par Simon Bailly,
pour enrichir des dizaines d'anecdotes qu'il y a dedans. Il y a même aussi un tuto pour domestiquer le blob Fifi de compagnie. Donc ça transpire carrément le partage, comme tu dis, et de vouloir transmettre sa curiosité, encore une fois, pour cet organisme. Donc du coup, cette envie ne provoque pas du blob en raison, ni de toi en tant qu'autrice, mais en fait, ça vient plus du retour du public, comme tu dis alors. Après, Oui, pour être honnête, quand j'ai publié le premier, jamais il m'était venu à l'idée que des gens aimeraient avoir un blob chez eux. Mais vraiment jamais. Donc je n'ai pas pensé à expliquer comment on élève un blob du tout dans le premier. Et pourtant, les premiers retours, c'était « Ah, je veux un blob à la maison, je veux un blob à la maison. Comment on fait pour avoir un blob à la maison ?» Et j'ai même pensé au début à éditer le tout premier ouvrage et rajouter un chapitre, juste faire une nouvelle édition avec un nouveau chapitre, comment on élève un blob. Parce que c'était vraiment la question qui revenait tout le temps. Et avec les projets de sciences participatives, c'est qui est revenu, c'était est-ce que vous auriez des fiches pour pouvoir faire les expériences à l'école. Et donc ça, les fiches, c'est plus pour les enseignants. Et par contre, l'élevage de blob, c'est pour tout le monde. Et c'était vraiment une demande collective. Mais j'avais pas du tout imaginé que des gens voudraient avoir des blobs chez eux quand j'ai publié le premier. Alors, sans divulgacher l'épilogue du livre, on remarquera que celui-ci est marqué par une narration à l'imagination débordante. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à voir sortir un livre de fiction signé Audrey Dussutour dans un futur plus ou moins proche, dans lequel il y aurait pas de blob, mais que de la fiction? Alors, pour l'instant, non, mais il y a en cours un livre qui est semi-fictionnel. Donc, 50-50, c'est pas sur le blob. Mais voilà, donc je sais pas quand parce que je suis très en retard. mais c'est un livre qui sera moitié fictionnel parce que c'est un livre qui sera sur les espèces invasives et les espèces invasives d'insectes et principalement des fourmis. Et la plupart du temps, les gens se vantent pas d'avoir introduit des espèces dans des pays. Et souvent, donc, il y a vraiment un mystère qui plane autour de comment sont arrivées ces espèces. Et donc, plutôt que d'essayer de découvrir la réalité, j'en invente une plus rigolote qui se passe dans le contexte où l'espèce est arrivée, quand même, le contexte temporel. Et après, je décris, par contre, vraiment les espèces, pourquoi elles sont arrivées, comment elles sont développées, etc. Mais bon, voilà. Donc, je sais pas quand ce livre sortira. Mais voilà. Alors, je voudrais rentrer un tout petit peu dans le livre et notamment parler de certains aspects, notamment qui m'intéressent beaucoup, les mots du blob. J'ai particulièrement apprécié l'attention portée aux mots et notamment à l'étymologie, l'étymoblob en somme. On apprend ainsi les racines grecques des mots protistes, de protistos qui veut dire tout premier, myxomycète signifiant champignon gluant et surtout le nom de l'espèce phare du livre, Physarum polycéphalum, signifiant petite vessie à tête multiple. Qu'est-ce qui t'a motivé à rajouter autant de notions de linguistique ? C'était pour expliquer aux gens pourquoi il y a ces noms bizarres, parce que les gens font plus forcément du latin ou du grec, et quand on voit Physarum polycéphalum, ça paraît bizarre, un petit peu abstrait, pourquoi les gens ont appelé ça comme ça. Et en réalité, quand on connaît un peu le grec et le latin et les origines des noms, on comprend tout. On comprend ce qu'il y a derrière tous les mots. Et donc, c'était important de préciser ça, parce que finalement, quand on regarde la plupart des espèces qui ont été nommées pour beaucoup par Linné, on peut les comprendre juste en comprenant en fait leur signification latine. Et ça aide. Et moi, je regrette de ne pas avoir fait du latin. J'ai fait occitan à l'école. Donc. Ah ouais. Ça m'a servi à rien, quoi. C'est pas mal occitan quand même. Je sais pas. C'est classe de dire ça, j'ai fait de l'occitan. Physarum polycéphalum. Donc nous, on va l'appeler Fifi, je pense, ça va être plus rapide, comme tu l'as écrit dans le livre aussi. Et aussi, dans Moi le Blob, on apprend que le héros de l'histoire, ou ses clones, se retrouvent souvent aussi affabulés de surnoms rigolos. Donc Blob Dylan, Blob Marley, Blob Moran, contre tout chacal, Blob l'éponge, Blob Sinclair, Harry Blobber même, et Rocky Bloboa, c'est dur à dire ça. Et c'est rigolo à écrire aussi, on dirait. Et toi, quel est ton jeu de mots favori ? Moi, c'était Blob l'éponge. C'est mon tout premier dessin qui m'a été offert aussi par un enfant où il a collé carrément une éponge sur un dessin peint en jaune. Et il m'avait donné ça, Blob l'éponge. Ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Donc c'est celui-là que je préfère. Petit attachement à Blob l'éponge. Et en plus, je trouve que Bob l'éponge me rappelle le blob. Si je devais donner une personnalité à mon blob, ça serait Bob l'éponge. J'en profite pour faire une blague. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan. Ouais, non, c'est Blob attend.
Bon, bref. En parlant de surnoms, on découvre que Blob n'est arrivé que tardivement pour qualifier Fifi et ses compères. Aussi, on apprend que l'espèce cousine, Fuligo septica, est surnommée mucilage pulvérulent en tchèque, moisissure de cerfeuil en hongrois, beurre de troll en danois, vomi de chien ou bœuf d'œuf brouillé d'œufs brouillés en anglais, caca de lune en espagnol, beurre de sorcière en néerlandais, fleur mousseuse en polonais, fleur de cresson en slovène, déjection de chat de troll en finnois, et fleur de temps, TAN, ou crachat de coucou en français. En France, Fifi avait un unique surnom, baveux à plusieurs têtes, jusqu'au 1er septembre 2008, ta rencontre avec cette créature en Australie, et qui t'évoque un film de 1958 avec Steve McQueen, et qui s'appelle Le Blob. Le mot est maintenant entré dans le dictionnaire. Alors, c'est une question parfaitement intéressée que je vais te poser maintenant. Étant moi-même l'inventeur du mot choupisson, qu'est-ce qui t'a fait, qu'est-ce que ça fait d'inventer un mot qui rentre dans le dictionnaire et surtout, comment on fait? En réalité, c'était un hasard. J'ai reçu un jour un mail, on m'a dit « Ah, le mot blob va rentrer dans le petit Larousse ». Et en plus, il y avait écrit « blob, espèce de champignon ». Je savais non, c'est pas un champignon. Et donc, j'ai trouvé ça en fait surprenant, honnêtement, parce que je croyais que blob était déjà dans le dictionnaire pour représenter une chose un petit peu informe. Parce que ça existe en anglais, le mot, et il me semblait en fait qu'il existait en français aussi, mais non, en réalité. Donc, j'étais pas un peu fière, pour être honnête. C'est toujours rigolo d'être à l'origine de l'entrée d'un mot. Et je crois qu'il est dans le petit Robert aussi. Mais j'ai pas été voir si la définition dans le petit Robert était erronée aussi, comme celle du Larousse. Mais donc voilà. J'avais envoyé un petit mail pour leur dire, mais je sais pas s'ils ont corrigé. On verra bien. Mais alors, sur ce mot, d'ailleurs, blob, j'en profitais. Il y avait quelque chose donc j'ai regardé plusieurs de tes conférences, et tu disais que toi, quand tu l'avais vu en 2008, ça t'avait évoqué le film Le Blob. Et dans ces mêmes conférences, plusieurs fois, on voit que tu cites c'est d'ailleurs la première BD du livre, dans lequel on a toute l'histoire d'une certaine Mary Harris qui découvre pour la première fois le Blob aux États-Unis, une histoire rocambolesque dont j'inviterai les gens donc à voir les différentes vidéos dans lesquelles tu racontes cette histoire. Mais alors, en regardant un tout petit peu attentivement ces conférences-là, on voit que dans le Washington Post, donc c'est quand même un journal intérieur, ils utilisent le mot blob. Donc c'est quoi? C'est une convergence? C'est deux histoires totalement séparées, ou est-ce que c'était resté dans un coin de ta tête? C'est complètement séparé parce que du coup le film Le Blob est sorti avant l'histoire de Mary Harris, puisque Mary Harris c'est 73, le film du Blob c'est 58. Et quand en réalité c'est une idée commune avec mon superviseur de postdoc Steve Simpson, qui lui aussi disait toujours le blob, et lui avait vraiment une culture aussi un peu cinéphile. Et donc tous les deux, ça nous avait vraiment fait penser à ça tous les deux. Mais pour être honnête, c'était le deuxième film du Blob que j'avais en tête, surtout, plus que le premier de 58, parce que le premier de 58, je l'ai vu après. Finalement, j'ai vu celui de 88 avant, qui est bien mieux, hein, honnêtement. C'est vrai? Ouais. Ok, très bien. Bon, on se fera un ciné-club comparaison à l'occasion. On peut pas me faire une écoute audio du Blob, puisque a priori le Blob a fait de la musique. Je sais pas si Johan, tu peux envoyer un des petits sons, soit le Biocomputer, soit le Physar Music. T'as choisi une bonne partie, on dirait. C'est assez calme. Parce que des fois, c'est assez chaotique. Voilà. Ok. Merci, Johan. Merci. C'est quand le Blob est très énervé, là. Le Blob, il est très énervé, là. Donc ça, on l'apprend dans un sous-chapitre intitulé Amadeus, justement, où on apprend qu'il existe donc plusieurs projets qui ont voulu mêler Blob et art, et notamment 2 projets musicaux pour lesquels on va passer donc ces deux petits audios. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projets et la manière dont ont été obtenus ces sons, justement? Comment ils jouent de la musique? Alors le Blob, il a un potentiel de membrane qui est égal à ce tout petit, c'est moins 60 millivolts. Et ce potentiel de membrane, il change
en fonction des contractions du blob. En fait, quand le blob se contracte ses veines, donc juste pour les personnes qui écoutent, le blob c'est une seule cellule. Et à l'intérieur de cette cellule, il y a un réseau veineux. Et ce réseau veineux, il se contracte, il se relaxe, il se contracte, il se relaxe. Et c'est très périodique, mais on peut changer la fréquence et la période de ces relaxations-contractions. Et quand il contracte et relaxe, ce potentiel de membrane change. Et donc, on peut traduire ce potentiel de membrane en un signal et traduire ce signal en un signal sonore. Et donc, la première expérience, c'est celle où on entend le blob où c'est tout doux, cette musique. C'est un duo avec un pianiste qui s'appelle Eduardo Miranda, où le pianiste, en fait, joue des notes de piano. Ces notes, elles sont envoyées sur un ordinateur. Et cet ordinateur, en fait, il est connecté à une petite électrode qui touche le blob et qui envoie, en fait, un petit peu comme des petites décharges. Et le blob réagit, en fait, à ce signal, en fait, musical. Et sa réaction, donc ses contractions, ses relaxations et sa différence de potentiel sont capturées par un autre ordinateur qui prend ce signal et qui le transmet à un autre piano où il y a des notes qui sont connectées à des aimants et donc ça appuie sur les notes comme si Fisarom appuyait sur les notes et ça fait une petite musique. Et en réaction, Eduardo Miranda improvise et donc répond au blob et du coup le blob répond à Eduardo Miranda. Et en fonction en fait des signaux qui sont envoyés, le blob répond différemment. Eduardo Miranda répond différemment et ça fait une espèce de duo musical. Et c'est assez joli la première. La deuxième, c'est plus quand le blob est en train de manger et on a mis des électrodes et on enregistre en fait les contractions et les différences de potentiel. Donc ça fait ce petit bruit un petit peu énervé du blob. Le blob énervé, en fait, c'est un petit peu comme si on mâchait, quoi. C'est la mâchoire qui... Exactement. Okay. Mais en fait, en plus, dans le livre aussi, tu compares carrément le blob à un muscle, il me semble. Oui. Ouais. Donc on peut carrément dire que si on met des petites électrodes au muscle, puis on envoie avec des petites décharges, ça ferait de la musique, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, ils enregistrent les différences de potentiel et le blob, il a en proportion de protéines contractiles, donc actine et myosine, c'est la même proportion qu'on va retrouver dans les cellules musculaires. Donc c'est une cellule musclée, comme les nôtres. En fait. D'ailleurs, on peut faire une petite transition, puisque en parlant de ce sous-chapitre Amadeus, il y a plusieurs chansons qui ont été créées par le blob, mais aussi certaines qui ont été passées, qui ont été chantées pour le blob. Est-ce que tu pourrais nous diffuser, s'il te plaît, Joanne, la chanson de Debout sur le zinc avec une myriade d'enfants qui nous chantent pour le blob ? Je vois leur tête, ils voient ma face. Ils ont 2 yeux, un nez, une bouche, mais rien de tout cela. C'est louche, c'est louche, c'est louche. Je ne vois pas d'explication à cette étrange situation. Visiblement, je suis en classe, mais sans savoir, j'ai pas la classe. J'ai pas ma place. Ils m'appellent Blob, mais moi c'est Bob. C'est bon, Joël. Joanne, après, ouais, surtout on va se faire striker là. Si on est sur Discord, c'est fini après. Tu peux nous expliquer comment ce qu'on vient d'écouter ? T'étais au courant, toi ? Oui, c'est la chorale du blob. Pendant le projet de sciences participatives Élève ton blob, donc qui a réuni 5000 établissements scolaires, les enfants sont littéralement tombés amoureux du blob. Et donc, ils ont écrit des chansons, ils ont écrit des poèmes, ils ont fait des tableaux, ils ont tout fait autour du blob. Et donc ça, c'est une chanson qui avait été partagée sur la page Facebook et l'institutrice en fait a pris contact avec Debout sur le zinc et leur a demandé en fait d'écrire la musique et c'était chouette, c'était une super aventure pour ces enfants de pouvoir en fait enregistrer une chanson qu'ils avaient écrite. Bravo pour toutes ces inspirations. Alors donc, en parlant de ce sous-chapitre Amadeus, je tenais à signaler qu'on nous l'a fait pas sur Podcast Science, on a bien vu l'astuce recyclée
de ton précédent ouvrage, de votre précédent ouvrage, L'Odyssée des fourmis, avec des sous-titres reprenant des films. Ainsi, pour évoquer la génétique, la locomotion et la forme du blob, on passera par les sous-parties Bienvenue à Gattaca, Le Transporteur et Transformers. Mais trêve de boutade, on remarque que le blob et la pop culture, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est une grande histoire d'amour? Le blob, il est pop. Je sais pas, sa couleur jaune. Il y a un côté, c'est vraiment un peu culture, oui, un peu culture pop. Moi, j'aime bien ça déjà, donc forcément, j'ai déteint sur le blob. Et donc moi, ma deuxième passion après la science, c'est le cinéma. Donc c'est pour ça que même le tout premier livre s'appelait Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. Ça a toujours été ma ligne conductrice. Et c'est vrai que dans Moi le blob, il y a beaucoup de références, même des choses qui sont plus pour les jeunes. Il y a des références à Dragon Ball, des choses comme ça. Et c'est parce que je suis comme le blob, je suis restée fixée à l'adolescence. Il y a même des références de jeux vidéo, donc The Last of Us aussi, il me semble, dans le livre. Ah oui. Alors depuis 2 semaines, je pense que j'ai reçu à peu près 300 messages pour qu'on me dise « Audrey, il y a le blob dans The Last of Us ». Alors j'ai pas encore regardé la série, mais j'ai vu par contre le générique et en effet, c'est le blob. On le reconnaît directement, il est fait en image de synthèse, mais la créature qu'il montre se déplace comme le blob. C'est le même système avec des éventails et tout. Et donc, si tu regarderas la série, tu pourras t'écrier « Mais c'est pas un champignon !» C'est ça. Donc voilà, j'espère que toute la communauté française qui était biberonnée au blob pourra justement se porter en faux par rapport à tout ça. C'est ça. Pour finir sur la pop culture, donc le livre commence avec la BD, dont on a parlé tout à l'heure, totalement abracadabrante, mêlant les styles de films de redneck américains et ceux sur les ovnis. Est-ce que justement tu peux nous conter rapidement la fantastique histoire de Mary Harris? Mary Harris, donc elle vit dans un petit village près du Texas, au Texas, et un jour dans son jardin, elle trouve une chose étrange qu'elle juge étrange. Et donc c'est un blob qui est tout petit au départ, je crois qu'il fait la taille d'un cookie. Et elle le trouve pas très joli, hein, honnêtement. Son premier réflexe, c'est de le détruire à coups de râteau. Et elle raconte donc que chaque fois qu'elle le détruit, donc la première fois avec un coup de râteau, il revient le lendemain, il est 2 fois plus gros. Et donc elle essaye les insecticides, elle va faire venir les pompiers, elle fait venir la police, il y a des scientifiques qui se déplacent. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est plus les rumeurs autour de cette histoire, c'est que à ce petit village, je crois qu'il s'appelle Aurora, et à Aurora, à l'époque, il y avait une rumeur comme quoi il y aurait eu un ovni qui aurait atterri dans un village à côté. Il y a un documentaire génial à voir là-dessus. Et donc, ils auraient caché en fait les bouts d'ovni dans un puits. Et l'histoire veut que le blob aurait été donc l'animal de compagnie de cet extraterrestre qui aurait atterri à Aurora. Donc lui-même n'est pas vraiment l'extraterrestre central, c'est l'animal de compagnie de l'extraterrestre. Donc il y a des histoires assez folles. Et en réalité, c'est parce qu'il a disparu dans la nuit du jour au lendemain, alors qu'il était là depuis 2 semaines, à grossir dans son jardin. Et donc ça a un petit peu encouragé cette histoire d'extraterrestres qui s'envolent. Mais en réalité, c'est que le blob avait sporulé, il était rentré en phase de reproduction, et donc toutes ses spores s'étaient envolées, donc il avait disparu. Incroyable. Pas d'extraterrestre en vue. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand même le passage avec les flics qui le tirent à bout portant dessus. Quand même, c'est tellement américain. Genre, on va le tuer, le blob. Ah, c'est le Texas. Hein. Allez, commode. Alors maintenant, on va vraiment rentrer dans la description de ce que c'est que le blob et un portrait de famille. Dans le grand arbre du vivant, on a compris que c'était pas des champignons, mais du coup, où est-ce qu'on peut placer Fifi le blob et à quoi ressemblent ses proches cousins? Alors le blob, c'est un amibozoaire. Il fait partie du règne des amibozoaires. Donc si on imagine donc l'arbre phylogénétique, donc si on a une ligne comme ça, et il y a les amibozoaires qui partent comme ça, qui prennent la tangente, et puis la ligne continue, puis ça se sépare champignons animaux. Donc on est plus proche d'une truffe que d'un blob. Donc tu nous as mimé une trifurcation, on va dire, voilà, une fourche, ouais. Et avec une balle. C'est voilà. Ça. On a des anciens cousins avec les amibozoaires lointains. Donc je dis souvent aux enfants, vous êtes plus proches des champignons que des amibozoaires, mais vous n'êtes pas si loin que ça.
Et les amoebozoaires, donc c'est des organismes qui sont unicellulaires. Leur particularité, c'est de se déplacer avec des pseudopodes, donc des excroissances en fait de la membrane de la cellule. Et c'est habituellement tout petit. Ça fait une centaine de microns. Hein. La plus connue, c'est Amoeba proteus, qu'on apprend en cours de biologie. On parle aussi beaucoup des amibes pathogènes, mais en réalité, ça représente très peu en fait en proportion des espèces. Et donc dans ce règne des amoebozoaires, le blob il fait partie d'une classe qu'on appelle les myxomycètes, qui regroupe 1000 espèces, mais identifiées à nos jours, mais 10 000 estimées. Et les myxomycètes, c'est des unicellulaires, mais largement visibles à l'œil nu. Ils sont habituellement de couleurs très vives, on les observe en forêt. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les formes. Et Physarum polycéphalum fait partie de la famille des Physaridés. Et la particularité de Physaridés, c'est vraiment de faire ces grands réseaux veineux. C'est des cellules qui sont vraiment qui ont un beau réseau, qui se déplacent. Et les Physaridés sont aussi les myxomycètes qui se déplacent le plus rapidement, qu'on peut vraiment voir bouger. Et il y a beaucoup d'espèces, en fait, qui sont très proches de Physarum, qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Donc, des fois, ça va être la couleur qui va changer, comme Physarum roseum qui est rouge, Badania utricularis qui est orange. Des fois, même la couleur est identique, ils sont jaunes les deux. Et c'est très difficile, en réalité, d'identifier un myxomycète en regardant, en fait, cette cellule géante. Il est beaucoup plus facile de les identifier en regardant leur fructification. Donc, les sporocystes et les spores qui sont à l'intérieur. C'est contraignant parce que c'est pas facile d'avoir les sporocystes à disposition tout le temps, quoi. Non, c'est ça. Donc on sait que dans le générique de Last of Us, c'est un Physaridé, du coup. Voilà, on sait que c'est un Physaridé, Parce que, mais on pourrait pas dire que c'est un Physarum polycéphalum. Bien Parce qu'il y a joué. le système veineux. Ok. Voilà. Donc moi qui ignorais totalement le blob jusqu'à que je lise ton bouquin, donc je vais essayer de définir rapidement en une phrase, et tu me dis si c'est ok ou pas, ok? Ok. Donc rapidement, donc un blob, je dirais que c'est une grande cellule, ok, une seule grande cellule mangeuse de bactéries qui se comporte comme un muscle, comme tu l'as écrit, avec des milliers de tout petits bras pour interagir avec le monde extérieur. Donc ce que tu as appelé aussi, ce que tu as défini pseudopode juste avant. Je suis pas loin de la vérité pour bien définir ce que c'est. Ah ouais, non, c'est ça, c'est bien. Ok. Et tu disais donc ça sporule, c'est ça? Ça fait des petites spores, c'est ça? Et ça, du coup, ça se ressemble plus à un champignon de ce côté-là. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il a été longtemps confondu avec les champignons. Il a un système de reproduction qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à des champignons. Donc, le blob, c'est une cellule géante, mais elle est polynucléée, c'est-à-dire qu'il a plusieurs noyaux. Habituellement, dans une cellule, il y a un noyau. Lui, il peut en avoir millions, voire milliards. Et chaque noyau va donner une spore. Donc, un blob, quand il se reproduit, donne beaucoup de descendants. Et ces spores, elles sont enfermées dans des sporanges, aussi, on dit, ou sporocystes. Donc, c'est des petites structures qui ont un petit pied avec une boule au-dessus. Et chaque sporocyste regroupe à peu près 100 000 spores. Et donc, quand le blob se transforme pendant la sporulation, c'est juste des petits pieds orange avec des petites boules noires. Donc, il n'y a rien à voir avec ce qu'il était avant. C'est vraiment une complète transformation. Et c'est pour ça que les gens, quand ils l'ont vu rentrer en reproduction, ils disent « Ah ben ça, c'est un champignon. » D'accord. Et ces fameux spores, là, donc, eux, ils n'ont pas du tout la même forme que le blob en soi. Ils ont plusieurs aspects, justement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Sur les sporocystes, selon l'espèce, on va avoir, alors c'est très rigolo de voir les taxonomistes qui décrivent, en fait, il y a des livres entiers, il y a des catalogues entiers sur les dessins, en fait, des sporocystes et des spores pour les gens, pour les aider à les identifier. Et donc, il y a des descriptions, c'est genre petits pieds filandreux, gris clair, supportés d'une boule globuleuse à je ne sais quoi, c'est assez rigolo. Et par exemple, celui de Physarum, il est bilobé un peu, c'est une espèce de boule noire avec 2 ronds comme ça. Et alors que Badania, c'est les toutes petites sphères violettes. Et c'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs Badania de Physarum polycéphalum, parce que si on regarde que le plasma de la grande cellule, on peut se tromper. Mais dès qu'on voit par contre les organes reproducteurs, on ne peut pas se tromper. Ils Et sont très différents. dans les sporocystes, il y a des spores, c'est ça? Ouais, c'est Et ça. ça, dans le livre, moi, le blob, ce qui est intéressant, c'est la description que tu faisais justement de leurs moyens de locomotion qui changeaient en fonction de leur milieu. Comment ça se passe exactement? Et
En Et fait, en quoi c'est important? ouais, les spores, elles sont disséminées pour la plupart par le vent. En fait, les sporocystes se craquent en fait et donc libèrent les spores. Mais elles peuvent aussi être transportées par les animaux, donc ça peut aller bien loin. Une spore, si c'est un petit oiseau qui passe ou un petit rongeur, elle peut partir très très loin. Les limaces les transportent aussi parce qu'elles viennent les manger, mais en même temps elles s'en mettent partout. C'est comme les abeilles avec le pollen, hein. C'est le même système. Donc les spores, elles comptent vraiment sur les conditions extérieures et les organismes qui les entourent pour se déplacer. D'accord. Et donc, une fois que ces spores se rencontrent, il y a reproduction sexuée entre les spores, ça crée une cellule avec des millions de noyaux. Donc ça, c'est vraiment une des spécificités, j'imagine, du groupe particulier des myxomycètes, en tout cas de Fifi. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est une sorte de multicellularité avec une seule membrane et un cytoplasme mélangeant plein de noyaux. Ça existe ailleurs, hein, ça existe chez les animaux, chez certaines de nos cellules, comme les muscles d'ailleurs, sont comme ça, on dit qu'elles sont syncytiales. Donc avec une même membrane, plusieurs noyaux. Et parmi les amybozoaires, il y a d'autres amibes. Souvent d'ailleurs, on faisait, toi tu remarquais qu'on faisait la confusion entre ces autres amibes par rapport aux blobs. Des amibes comme Dictostelium, qui, elles, présentent une multicellularité agrégative, c'est-à-dire que chacune est constituée d'une cellule avec un noyau, mais elles peuvent former des sortes de groupes un peu, moi, la manière dont je les décris à mes étudiants, c'est comme si une fourmilière, toutes les fourmis de la fourmilière se tenaient la main dans les mains et faisaient une énorme fourmi qui avançait, un peu gigantesque. Et dans notre épisode 419, il y avait Marc-André Sellos qui nous confiait que lui, il pensait que les plantes, ça se comportait un peu comme le blob, parce que toutes les cellules sont aussi un peu en continu, avec des ponts entre cellules qui se forment, et donc une cellule d'une feuille pourrait être en communication avec une cellule de la racine. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses très très profondes en termes d'évolution de la multicellularité qu'on peut envisager. Et qu'est-ce qu'on doit penser de toute cette forme bizarre de multicellularité? Et est-ce que toi, ça fait partie des choses que tu investigues dans ton champ de recherche? Oui, c'est intéressant. Alors, Dictyostelium discoidum, en effet, la confusion, elle vient du fait qu'en anglais, ils les ont appelés pareil. Slime mold. Donc, ça a aidé beaucoup quand même à la confusion. Ils sont éloignés, en fait, phylogénétiquement. Ils sont tous les deux partis des mycétozoaires, mais Dictyostelium n'est pas un myxomycète, donc c'est un peu plus éloigné. Et oui, donc Dictyostelium, il est multicellulaire quand il fait sa limace, là, suite à l'agrégation des amibes, quand elles ont faim, en fait, elles sécrètent de la MP cyclique, ça attire tout le monde au même endroit. Elles forment une limace qui s'en va se reproduire un peu plus loin. Donc c'est assez extraordinaire parce que c'est un organisme qui à un moment donné a une phase multicellulaire qui ressemble à un animal, quoi. Ça ressemble vraiment, on peut le voir à l'œil nu, une espèce de petit, on dirait un petit C. elegans, quoi, de loin. Et chez Physarum, il y a un passage multicellulaire, un seul, c'est quand il s'endort. Quand il forme une sclérote, parce que le blob, quand il est dans une situation qui est stressante, c'est-à-dire que l'environnement s'assèche, il n'y a plus de nourriture, il va s'endormir, il va former ce qu'on appelle une sclérote, et à ce moment-là, il est multicellulaire. Parce qu'il fait des équipes de 6 à 8 noyaux qu'il enferme dans des sphérules, et elles sont vraiment bien délimitées les unes des autres, et c'est un amas de milliers de sphérules. Donc à ce moment-là, il est multicellulaire. Et donc pour moi, ces organismes, c'est un peu les prémices de la multicellularité. C'est juste qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout du bout. Mais est-ce qu'il y a besoin? C'est ça la question. Besoin? Exactement, peut-être pas. C'est une forme de... C'est clair que Physarum, sa complexité au niveau de son comportement, pour moi, elle provient beaucoup de sa taille. Forcément, c'est un organisme qui a si on le compare à une cellule classique, il y a une complexité architecturale qui est complètement différente là. Donc, il gère des millions de noyaux, il y a un réseau veineux qui est organisé, le cytoplasme, il y a 2 phases, une phase solide, une phase liquide. C'est vraiment, on est sur un autre type de cellule. Et donc pour moi, c'est des organismes qui se sont essayés à autre chose, que on peut pas, entre l'unicellularité et la multicellularité, et ça marche plutôt pas mal, quoi. Parce que dans le cas de Dictyostelium, c'est ce qui lui permet de survivre, d'être multicellulaire à un moment donné, parce qu'il peut se déplacer plus rapidement quand ils sont tous ensemble. Et en plus, quand ils forment cette petite limace chez Dictyostelium, les 20% des cellules vont se sacrifier pour faire le pied du sporocyste, parce qu'eux aussi font des sporocystes.
Et ces 20% sont souvent, en fait, les cellules les plus faibles, ou des choses comme ça. Donc, il y a un Ah oui. côté, en plus, sacrifice, coopération. Chez Dictyostelium, qui est assez intéressant. Ça a été beaucoup étudié par les gens qui font la biologie de l'évolution, Dictyostelium. Surtout sur l'évolution de la socialité. Alors que Physarum, lui, il reste lui, quoi. C'est pas un amas de lui, quoi. C'est lui, tout seul. Qui se sépare et qui se reforme, quoi. En plus, ouais. Alexa, tu avais une question? Oui, par rapport à la multicellularité, donc tous ces noyaux, j'imagine qu'ils sont tous identiques. Est-ce que quand ça sporule, on a des mutations ou des choses comme ça qui permettent une évolution, une sorte de reproduction pas complètement asexuée? Ouais, alors le taux de mutation chez Physarum est assez faible et je pense que c'est lié au fait qu'il a beaucoup de noyaux. Mais quand nous on a fait des, alors je vais un peu faire un avance sur une question d'après qui est sur la sexualité, mais je suis obligée. Le blob il a donc 720 types sexuels et chaque blob est donc diploïde et a donc 2 types sexuels, celui de son parent 1 et celui de son parent 2, ben comme nous un peu. Et donc, quand il donne des spores, il va donner des spores d'un type sexuel et d'autres spores d'un autre type sexuel. Et rien n'empêche ces spores de se re-rencontrer, de reformer le même blob. Et c'est ce que nous, on a fait en laboratoire. Et si on compare ces 2 blobs, qui sont finalement issus du même croisement, ils sont un poil différents quand même. Donc, il y a, à mon avis, des petites différences qui sont liées à des petits crossing over qui ont lieu par-ci, par-là. Et donc, il y a, oui, une diversité. Mais par contre, au sein de la cellule elle-même, quand il y a ces mitoses de manière successive, toutes les 8 à 10 heures, le taux de mutation, par contre, est relativement faible. Et quand un noyau commence à prendre un petit peu trop d'indépendance, il est souvent détruit. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, et par exemple, si 2 blobs fusionnent, alors normalement, ils sont pas censés fusionner quand ils sont génétiquement différents, mais si jamais ça arrive, il y a un des blobs en fait qui détruit activement les noyaux de l'autre. Donc il y a une reconnaissance intracellulaire des noyaux. Ouais, c'est quoi. intéressant comme un peu un mécanisme de protection ouais. évolutive. C'est ça. Et donc ils sont détruits. Qu'est-ce qui concrètement détruit l'autre? C'est quelque chose qui est dans le cytoplasme? Ouais, c'est de la lyse, un petit peu comme, je crois que c'est les peroxysomes, je voudrais pas dire des bêtises, mais je crois que c'est ça, qui vont détruire, en fait, comme quand on détruit des mitochondries qui fonctionnent plus ou des ribosomes qui fonctionnent plus. Bah là, la cellule reconnaît des noyaux qui fonctionnent plus, elle les digère, elle les rejette. La lyse, quoi, c'est des enzymes, c'est des petits ciseaux, quoi. Ouais. Mais ça veut dire que en temps normal, il y a des noyaux qui sont aussi lysés? Ceux qui sont souvent, parce que des fois le blob est atteint de polyploïdie, quand il vieillit, en particulier, il y a de plus en plus de polyploïdie. En fait, on se retrouve avec des noyaux qui ont 3-4 fois le nombre de chromosomes qu'ils devraient avoir, même si on connaît pas tout à fait le nombre de chromosomes. On sait que les noyaux sont beaucoup trop gros et eux sont détruits. Ouais. Mais avec l'âge, ils sont de moins en moins détruits parce que le système de réparation, tout ça marche moins bien et là on accumule. Et donc nous, on travaille sur le vieillissement actuellement du blob au laboratoire. Et on a eu la chance en fait de faire des lames juste avant que les blobs meurent. Et là, mais c'était Fukushima au niveau des noyaux. On en avait des énormes. On a l'ingénieure en imagerie, elle avait jamais vu ça. Elle me disait mais c'est pas possible, c'est pas vivant ce que je suis en train de regarder. Parce que les noyaux avaient vraiment des formes un peu incroyables. Et là, on voit bien que le système fonctionne plus et que le blob arrive plus. Comme nous dans les cancers gérer, en fait. Quand les cancers, erreurs, il y a plein d'erreurs qui s'accumulent. Exactement. C'est fou. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Mais ça, mais ce que je trouve complètement fou, c'est que tout le système justement de gestion, nous, quand on a, c'est à l'échelle des cellules, c'est quand il y a une cellule qui marche pas, c'est la cellule entière qui explose. Mais là, c'est à l'intérieur de la même cellule. C'est dingue. Vraiment, c'est le monde à l'envers. C'est comme une maladie auto-immune, quoi. C'est Ouais, ça. mais à l'intérieur d'une cellule. À l'intérieur. Oui, oui. C'est ça qui est, c'est fou. Oui, de la même façon que quand il y a 2 blobs de cellules différentes, ils arrivent. Il y a une sorte de mécanisme immunitaire, mais entre cellules, c'est ça? C'est ça. Déjà, ils ont en fait un système de reconnaissance sur la membranaire, qui dit toi t'es pas moi quoi. Mais il y a ce système, il peut être défaillant et donc les membranes fusionnent. Et là, il y a un deuxième système à l'intérieur qui fait ouais mais c'est pas mon noyau ça. Et là, ils sont détruits. Donc, si j'essaie de résumer dans ce qu'on vient de dire là, c'est qu'en gros, avoir plusieurs noyaux dans sa cellule, c'est un facteur protecteur contre les mutations et le cancer, en gros, c'est ça? Donc, disons que ça ne protège pas sur le long terme, mais... Ok.
Mais dernièrement, il y a eu un papier dans eLife qui a été publié, qui est hyper intéressant parce que moi, je travaillais sur les fourmis avant et j'avais un projet avec mon étudiante de thèse, c'était de regarder la division du travail des noyaux, de le voir comme une colonie de fourmis et de voir si chaque noyau finalement exprimait des gènes différents à différents temps. En fait, est-ce qu'ils se partageaient le travail? Et on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas eu d'argent. Mais une équipe qui a eu de l'argent en Allemagne a pu le faire, donc ça c'est super. Et en fait, ils ont prouvé qu'il y avait en effet une hétérogénéité d'expression autour des noyaux. Donc en fait, ils ont regardé les protéines qui étaient exprimées donc dans l'environnement des noyaux et ils voient qu'il y a une certaine hétérogénéité. Et donc tous les noyaux font pas la même chose en même temps, même s'ils se divisent tous en même temps. Donc il y a une régionalisation fonctionnelle un peu en fait du blob. C'est fou. C'est ça. Alors et ça c'est intéressant parce que les noyaux se déplacent dans la cellule. Alors, ils se déplacent via le système veineux, donc c'est un déplacement complètement passif, et là, ils vont à plusieurs millimètres secondes, donc ça va très vite, le noyau traverse la cellule, où il y a des protéines moteurs qui viennent s'accrocher, qui viennent prendre le noyau et qui le sortent de l'ectoplasme, c'est-à-dire la phase solide, et qui vont aller le mettre, pof, dans la partie endoplasme, là, il part comme une balle. Mais ça, on ne sait pas du tout comment c'est géré. Qui décide à un moment donné de prendre ce noyau, de le mettre là, comment ces protéines moteurs, en fait, s'accrochent à ce noyau et pas à celui-là, enfin, ça reste un grand mystère. Et pourquoi on a deux systèmes de motricité, justement? Pourquoi il y a ces deux modes, un rapide et un lent? Alors, le rapide, on le sait pas, enfin, dans le sens où, comme c'est une cellule qui est géante, les nutriments qui circulent, si on se basait sur la diffusion pour le déplacement de ces nutriments dans une cellule comme dans nos cellules à nous, dans un blob, ça mettrait 2 semaines à traverser. Donc, le système veineux, il est là pour redistribuer tous les gaz, les organes, et les organelles aussi, les mitochondries, etc. Et donc, les noyaux profitent aussi de ce système de circulation. C'est ouf. C'est carrément ouf. C'est un truc de ouf, ouais. Et donc ça, c'est à l'intérieur du noyau. Mais on a interaction avec l'extérieur, donc on a donc le cytoplasme, mais aussi ces fameux pseudopodes, donc ces petits bras autour de la cellule là. Donc c'est par là que tout se passe au contact avec l'extérieur, du coup. À la fois la perception du sol, la perception des odeurs en léchant ce sol, et ainsi que le fait de gober les bactéries, donc de manger. Et est-ce que si c'est par là que les déchets sont rejetés ou c'est pas du tout? Alors, les déchets sont rejetés un peu de partout. En réalité, il faut imaginer que le blob, c'est un truc, une surface très plate, comme une crêpe. Et sauf que sous la crêpe, en fait, il fait de la phagocytose, c'est-à-dire qu'il incorpore des fragments de nourriture, ça peut être des bactéries, des petits bouts de flocons d'avoine, à l'intérieur, en fait, de sa cellule. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est la membrane s'étire autour de la particule et l'englobe totalement. Et donc, ensuite, vous avez la particule alimentaire qui est dans une vésicule. Dans cette vésicule, il y a des enzymes qui viennent détruire en fait cette particule, prendre ce qui est bon à prendre, et ensuite cette vésicule elle se rapproche de la membrane et elle s'ouvre à nouveau. Et tout est rejeté à l'extérieur. Okay. Donc les rejets, ça se fait partout sur toute la cellule. Par contre, en effet, la perception, on voit en fait que c'est surtout au niveau des fronts en fait des pseudopodes où le blob en fait il explore. C'est comme vous disiez tout à l'heure avec plein de petits bras. C'est comme s'il avait la capacité d'avoir plein de mini-langues et qu'il échantillonnait en fait son environnement. Il goûte un peu partout pour décider vers la direction à prendre. En gros, le blob, ça sent des pieds, c'est ça, on peut dire ça? Ça renifle des pieds. Le blob, il lèche. Moi, je dis toujours, le blob, il lèche le sol en permanence. Ça marche bien. On fera une spéciale dédicace à Valentine Delattre qui fait la même chose. Le caillou. Et moi, j'ai aussi appris que le blob était capable de régénérer. Concrètement, comment ça se passe? Moi, je travaille sur la régénération. Ça prend plusieurs minutes au moins pour cicatriser sur des animaux. Et là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide pour le blob. Quand on coupe le blob, le cytoplasme, au contact de l'air, il se solidifie direct. C'est comme les limules, là. Pouc, ça crée un ciment. Et ça, c'est l'hypothèse, c'est que comme le blob n'a pas de système immunitaire, il faut mieux éviter qu'il y ait des choses qui rentrent à l'intérieur. Donc en fait, le cytoplasme se solidifie. Et en fait, la membrane, elle fait juste que migrer au-dessus de cette partie solidifiée et de se recoller, en fait. Et ça, c'est très rapide. Par contre, ce qui est pas si rapide que ça, parce qu'on dit tout le temps, ouais, le blob, il cicatrise en moins de 2 minutes. Oui, ça se referme au bout de 2 minutes. Mais la réorganisation avant qu'il reparte, ça prend 2-3 heures. Et c'est ce que j'adore, Toshiaki Nakagaki, il appelle ça la phase de contemplation. Mais en réalité, c'est parce que vous avez coupé un réseau en morceaux, et donc lui, il est obligé de se réorganiser complètement, parce que le réseau que vous lui avez imposé en le coupant, c'est peut-être pas un réseau optimal pour se déplacer.
Et donc, en D'accord. fait, on le voit, là, on peut le filmer, il bouge dans tous les sens et il réorganise. Il met les veines comme ça, il y en a qui repartent, il y en a qui disparaissent, il y en a qui réapparaissent. C'est assez joli à voir. Ceci étant dit, est-ce qu'on sait quelles sont les molécules qui permettent de figer comme ça du cytoplasme? Est-ce qu'il y aurait des Alors, applications? alors c'est des transglutaminases, mais ça veut tout et rien dire, puisque les transglutaminases, c'est souvent dans beaucoup de cellules, en fait, ce qui permet un petit peu de figer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'application que je connaisse ou même d'hypothèse de mécanisme qui serait utilisé. Parce qu'on est sur de la cicatrisation membranaire. On n'est pas sur une cicatrisation comme nous, où c'est une coupure. Et donc, nous, en fait, on coupe plein de cellules. C'est un peu différent. Donc, je sais pas à quel point le système qu'utilise le blob pourrait être appliqué en médecine, honnêtement. Ok. Ouais, parce que comparé à nos petites cellules qu'on voit même pas à l'œil nu, on rappelle encore une fois, le blob, c'est un truc énorme qui peut atteindre une surface de mètres carrés, hein, comme tu l'écris dans le livre, qui atteint d'ailleurs des Guinness du record, comme tu as écrit en 1989. Wobo, 5,5 mètres carrés pour 3 kilogrammes. Sacré machin. Est-ce qu'il existe d'autres exemples d'une seule cellule aussi grande qu'on puisse le voir à l'œil nu? Alors, celle que je donne dans le livre, c'est la caulerpe. C'est les algues vertes qu'on retrouve sur les côtes méditerranéennes qui ont envahi. En fait, c'est pas des algues qui viennent de là. Et elles font ce qu'on appelle des stolons, qui font 6 à 7 mètres de long. Et c'est une seule cellule. Et en plus, c'est très proche du blob parce que c'est une cellule syncytiale, donc c'est une cellule polynucléée, mais qui est issue de la division des noyaux à l'intérieur de la même cellule. Alors que nos cellules musculaires, elles sont syncytiales, mais elles sont issues de la fusion de plusieurs cellules. Et c'est pour ça qu'elles ont plusieurs noyaux. Mais il n'y a pas de mitose à l'intérieur. Et alors que la caulerpe et le blob, c'est des choses assez particulières parce que le fait d'être polynucléé est issu vraiment de la division des noyaux à l'intérieur de la cellule. Mais des unicellulaires qui sont gros, il y en a pas mal en fait chez tout ce qui est les algues en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'algues qui sont unicellulaires et qui sont immenses. Il y a Kaou qui cite aussi les œufs. C'est un exemple assez classique. Un œuf d'autruche, le jaune d'œuf, c'est une cellule gigantesque en effet. Bravo Kaou pour cette référence. Je vous propose qu'on passe maintenant un tout petit peu à l'aspect scientifique. On est sur Podcast Science. Donc Blob et les sciences et les recherches blobistiques, elles ont le mérite d'être assez surprenantes. Dans Moi le Blob, on apprend qu'une équipe de recherche japonaise, notamment autour de Toshiyuki Nakagaki, a obtenu 2 fois le prix Ig Nobel en 2008 et 2010 pour des découvertes employant le blob. Peux-tu nous rappeler ce que c'est qu'un prix Ig Nobel et quelles ont été ces découvertes? Alors, le prix Ig Nobel, c'est un prix qui est donné à des recherches sérieuses, tout à fait sérieuses, mais qui font un petit peu rigoler quand même. Et d'ailleurs, j'ai été regarder, du coup, par curiosité, en 2022, en biologie, le prix Nobel a été donné à Garcia Hernandez et Machado pour avoir étudié comment la constipation affectait les perspectives d'accouplement des scorpions. Donc, voilà. Donc c'est ce type de recherche qui vont être récompensées par le prix Nobel, c'est-à-dire c'est intéressant, ça fait progresser les connaissances en biologie, mais bon, ça fait un petit peu rigoler. Et donc Toshi l'a eu 2 fois, je crois que c'est la seule personne à l'avoir eu 2 fois. Et donc il l'a eu la première fois pour avoir montré que le blob pouvait trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Donc ça a fait rire beaucoup de monde parce qu'à l'époque, ils savaient pas trop en plus comment décrire le blob. Donc ils disaient, une chose visqueuse arrive à trouver le chemin le plus court dans un labyrinthe. Et la deuxième, pour moi, est beaucoup plus extraordinaire. C'est celle du réseau ferroviaire autour de Tokyo. Donc Toshi a finalement essayé de voir si le blob pouvait faire mieux que des ingénieurs japonais en termes de réseau. Et donc il a créé des cartes miniatures du Japon avec Tokyo et il a matérialisé les villes autour de Tokyo par des flocons d'avoine, la nourriture préférée du blob. Il a posé un blob sur Tokyo et il a regardé comment il s'étendait, comment il connectait tous les flocons et il a comparé le réseau formé au réseau ferroviaire japonais. Et donc voilà, et donc c'était publié quand même. Alors il faut dire que c'est rare que les prix Ig Nobel soient publiés dans une très grosse revue scientifique et Toshi, le premier article, il l'a publié dans Nature et le deuxième dans Science. Et donc, c'est un des rares à avoir eu le prix Nobel en publiant dans ces revues-là. Moi, je dis ça fait rire jaune, du coup, parce que bon, quand même, publier dans autant de superbes revues, fallait mettre le paquet, quoi. Et en plus, ils ont un prix Ig Nobel.
Toshi, c'est quelqu'un il a pris très bien de recevoir le prix Nobel. Il était très fier. Il a toute une sculpture dans son bureau qu'il a créée sur le prix Nobel. Il a écrit un poème pour aller recevoir son prix sur les blobs. Un poème en japonais qui est magnifique. Lui, c'est quelqu'un alors lui aussi fait partie vraiment de la pop culture. Et il a vraiment, ça l'a fait drôlement rigoler. Ça l'a pas du tout vexé. Toshiyuki Nagaki, c'est ça que vous me rappelez, Nakagaki. On peut dire que vous êtes un peu les deux représentants internationaux du blob. Oh, il y en a plus que ça. On est les deux à faire beaucoup de médiation scientifique autour du blob. Communication. Voilà, parce que quand je suis arrivée au Japon, le blob, il est connu partout. Il y a des livres pour enfants partout que Toshi a écrit. Je me rappelle plus le nom en japonais, mais c'est trop mignon. Et vraiment, tous les Japonais connaissent le blob. Et aussi parce qu'il y a une histoire, c'est historique au Japon, l'étude des myxomycètes, puisque l'empereur Hirohito était un fan des myxomycètes. Et là, je vous encourage, si jamais vous êtes curieux, à lire les mémoires du scientifique qui travaillait aux côtés de l'empereur Hirohito. Il disait qu'il faisait le mur la nuit pour aller travailler sur les myxomycètes et qu'il y avait la garde qui le suivait partout parce que du coup, il faisait pas ses fonctions d'empereur. Tout ça pour aller regarder les myxomycètes. Et donc, il y a eu une grande culture de l'étude des myxomycètes au Japon. Donc, ils sont énormément de chercheurs au Japon à travailler sur les myxomycètes. Et c'est vrai qu'en France, quand j'ai commencé à parler de Physarum polycéphalum, il y avait que les scientifiques qui connaissaient ou les collectionneurs de myxomycètes. Mais le grand public connaissait pas ces organismes-là. Je suis très jaloux parce que moi j'ai pas trouvé justement ces fameux mémoires enfin en tout cas cette publication avec les myxomycètes qui sont vantés dans Moi le Blob avec supposément des figures, etc. Mais j'ai cherché un peu partout, j'ai pas trouvé. Ouais. C'est parce que moi j'ai Toshi qui m'a Ah ben voilà. le livre. Toshi a le livre, il en est très fier. Donc à travers lui notamment, comme tu l'as dit, le blob démontre par plusieurs expériences sa capacité extraordinaire à repérer par exemple de légers changements moléculaires entre deux sources de nourriture par exemple, de pouvoir gérer ces sources de nourriture même si celles-ci sont déséquilibrées. Il prend donc par exemple uniquement ce qu'il a besoin. En plus d'être, comme tu l'as dit, ingénieur ferroviaire pour optimiser les transports de ressources en nourriture, formant un réseau parfaitement ajusté. Donc en gros, le blob, c'est un jeu de gestion en mode parfait. Pour résoudre des problèmes complexes à l'avenir, on pense souvent à l'intelligence artificielle, mais est-ce que finalement l'intelligence cellulaire du blob peut ou pourra être utilisée pour résoudre des problèmes de gestion au quotidien ? Alors, plus ou moins. En tout cas, actuellement, on travaille avec une compagnie toulousaine qui s'appelle Labsoft, qui fait du logiciel. Et leur but, en ce moment, c'est de trouver les chemins moins énergivores possibles dans les réseaux de télécommunications. Parce qu'on parle beaucoup des avions pour le CO2, mais finalement, c'est Internet qui est le plus gros producteur de CO2, avec les terminaux surtout, mais aussi les réseaux de télécommunications. Et donc, on travaille avec cette entreprise. Cette entreprise nous donne en fait des problèmes qu'ils ont. Donc, par exemple, ils ont différents clusters à Marseille, à Bordeaux, tout ça. Et ils nous disent, par exemple, si ce cluster il est bloqué et que je peux renvoyer mes datas que sur ces deux clusters, qu'est-ce que je fais? Et donc, nous, on demande au blob. Donc, on pose le blob sur des petits systèmes, donc avec les réseaux de télécommunications, et on joue sur la qualité des sources de nourriture, pour par exemple représenter le fait qu'il y a la bande passante est petite, par exemple, on va faire des ralentissements avec des produits chimiques, des choses comme ça. Enfin, on recrée le problème pour le blob, on traduit ce problème pour le blob, et le blob nous donne des solutions. Et il nous produit en fait des réseaux qui sont très peu énergivores, qui sont optimisés. Et le but, c'est de traduire ce comportement du blob en algorithme pour ensuite avoir un espèce de logiciel qui puisse nous produire des réponses rapidement. Parce que bien sûr, demander au blob à chaque fois, ça prend du temps. Ça prend 48 heures. Et donc l'idée, c'est de vraiment en fait avoir un logiciel basé sur le comportement du blob pour optimiser les réseaux de télécommunications. 48 heures pour obtenir un réseau parfait, moi je prends. Le problème, c'est que le blob, il fait jamais 2 fois le même réseau, donc on est obligé de faire des moyennes, donc de refaire l'expérience plein de fois. Oui. Moi, j'étais surpris aussi de découvrir qu'on pouvait connecter un blob à différents composants électriques. On a écouté plutôt une création artistique blobesque, mais on peut aller encore plus loin, notamment en créant des sortes de transistors en blob, voire de s'inspirer des fonctionnements du blob pour créer de la robotique malléable. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces robots blobs ?
Oui, c'est une équipe japonaise qui a construit un robot qui s'inspire en fait du péristaltisme, donc de ces mouvements de liquide dans le blob. Et donc quand on le voit, on dirait un ballon de baudruche, il est jaune, qui est entouré de petits piliers. Donc on peut voir la vidéo sur internet parce qu'ils ont fait une petite conférence en visio. Et donc c'est des petits, comme des petits pieds tout autour de ce gros sac jaune. Et ce sac jaune va se gonfler, les pieds vont avancer, vont se fixer au sol, un petit peu comme le blob quand il se déplace et qu'il s'accroche un peu avec ses pseudopodes. Et du coup, les piliers de derrière vont suivre. Et petit à petit, comme ça, avec des mouvements de cette poche. Et donc, l'intérêt d'avoir un robot comme ça, complètement malléable comme le blob, c'est qu'il peut passer par des petits interstices déformés et ne pas avoir en fait une structure bien définie, carrée, qui pourrait pas passer n'importe où. Et donc ça, c'est leur idée. Et donc après, ils vont le miniaturiser. Là, ils ont fait une forme qui est un peu plus grande. Et donc ça, c'est des robots qui sont inspirés du blob. Et après, on a ensuite les robots qui sont pilotés par des blobs. Donc ça, c'est ça, c'est les travaux d'Andy Adamatsky qui a réussi à connecter en fait le blob à des circuits imprimés qui sont eux-mêmes connectés à des robots. Alors au départ, le robot, il était vraiment loin du blob. Le blob, lui, il était sur une petite table, sur un circuit imprimé qui en fait envoyait de l'information à un ordinateur qui, lui, l'envoyait à un robot. Et ensuite, ce qu'il a fait, c'est carrément que le blob était sur le robot, le circuit imprimé était directement sur le robot, qui est un robot avec des roulettes. Et donc, le blob se déplaçait dans le laboratoire. le robot, voilà, se déplaçait dans le laboratoire piloté par un blob. Bon, après, sa seule tâche pour le robot, c'était d'éviter la lumière, mais c'était assez rigolo. J'ai vu un truc encore plus effrayant dans lequel ils ont mis un blob qui contrôle les muscles de la face d'un robot, qui du coup a des expressions faciales blobesques. Ça ne marche pas du tout, c'est effrayant. J'ai mis le lien de la vidéo YouTube donc on est loin de de l'inspiration totale. Dernièrement, il y a eu un blob qui alimente une montre aussi. Alors tout le monde a trouvé ça horrible sur la page Zone Blob. Tout le monde a dit mais c'est de l'exploitation de blob. Donc ils ont mis un système, une montre avec un petit blob qui en fait échange de l'information entre deux endroits et du coup ça crée un petit courant qui est utilisé par la montre. Mais attends, il y a une page Zone Blob. Oui, sur Facebook, c'est là où tous les fans de blob se rencontrent. Et donc, sur cette page, les gens partagent en fait leurs découvertes dans la nature, leurs blobs chez eux, les expériences qu'ils font. Ils s'échangent beaucoup de blobs, surtout. C'est une page d'échange de blobs et d'informations. Ok. Il n'y a rien de... au-dessus de 18 ans ou... Non, tout va bien. Et il y a beaucoup de bienveillance sur Zone Blob en plus. C'est vraiment c'est beaucoup sur le partage. Ils échangent aussi leur petite personnalité de leur blob, parce qu'on parle, on parle d'intelligence, mais on peut parler aussi de personnalité comme tu as écrit dans le livre, hein, parce que, enfin, c'est certainement le chapitre qui m'a d'ailleurs le plus étonné, hein, où Fifi le blob se compare à d'autres cousins venus donc du Japon, d'Australie, des États-Unis. Donc en psychologie, on parle plutôt de différences intra-individuelles. Mais du coup, est-ce que dans la recherche ou sur Facebook, on prend déjà en compte ces différences entre les individus d'une même espèce, comme quoi un blob ne réagit pas exactement de la même manière qu'un autre? C'est en fait ce qui m'a un petit peu étonnée quand j'ai commencé à travailler sur les blobs au départ. Les scientifiques, ils travaillaient sur un blob, ils coupaient en morceaux, ils faisaient plein d'expériences sur les morceaux de ce blob-là. Ouais. Et moi, je venais des insectes sociaux, donc des fourmis. Je me suis dit, on n'a pas le droit de faire ça, c'est de la pseudo-réplication. En fait, vous faites toujours la même expérience sur le même blob. Et je me suis dit, je vais essayer d'avoir plein de blobs pour pouvoir faire l'expérience sur plein de blobs différents, vraiment génétiquement différents, la même espèce, mais génétiquement différents. Et j'ai commencé à collectionner les souches et c'était pas si facile que ça, puisque tous les labos travaillaient un petit peu avec le même quand même, à 90%. Mais j'ai réussi, en contactant un petit peu tous les gens qui travaillent sur Physarum polycéphalum, de récupérer pas mal de souches. Et là, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait énormément de différences entre les blobs. Donc, c'est des organismes de Physarum polycéphalum, tous, hein. On appelle ça des souches parce qu'en fait, on peut les couper en morceaux. Et donc, on va écrire, je travaille avec la souche australienne, mais travailler avec la souche australienne, ça veut dire travailler avec l'individu australien qu'on a découpé en morceaux. Et donc, j'ai fait des petites expériences toutes simples, de prise de décision, des expériences de vitesse, de déplacement. Et il y a des différences, mais incroyables. Et là, dernièrement, c'est le sujet de ma Master 2 en ce moment, on voit même qu'il y a des différences dans les choix pour certaines molécules. C'est-à-dire qu'il y a certains blobs qui vont fuir certaines molécules et d'autres pas. Donc ça, c'est beaucoup plus surprenant parce que une différence de vitesse, on peut dire, c'est des petites différences de métabolisme,
des différences de précision dans la prise de décision, c'est juste lié à la vitesse de déplacement. Donc tout ça, on pouvait l'expliquer. Mais par contre, des préférences pour des molécules qui sont différentes, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, puisqu'il y a beaucoup de comportements qu'on pensait complètement innés, codés. Et donc c'est assez rigolo. Et c'est donc une recherche que je poursuis activement. Et d'ailleurs, notre nom d'équipe, c'est variabilité intra-individuelle, plasticité émergente au laboratoire. Et donc, d'ailleurs, on ne parle jamais, nous non plus, de personnalité dans les papiers. On parle de variation intra-individuelle, de variabilité. Ça fait plus chic. Donc ce genre d'études, c'est véritablement de l'éthologie, ta spécialité, et j'ai notamment été impressionné par la quantité de travaux cherchant à déterminer les préférences du blob, et notamment son dégoût pour la caféine, et, j'ai bien lu, la cocaïne. Alors, Audrey Dussutour, je voudrais savoir comment ça se passe pour se procurer de la cocaïne dans un laboratoire de recherche, s'il vous plaît. Alors, je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur la cognition animale. Et donc, on a des gens qui travaillent sur les rongeurs dans notre laboratoire, qui travaillent sur les addictions, sur la dépression. Et donc, je leur ai juste demandé de me donner des échantillons, des restes d'échantillons qu'ils utilisaient pour les rongeurs. Et alors, le blob déteste en effet la cocaïne, mais vraiment, il n'a pas du tout aimé la cocaïne. Mais alors, il a adoré les antidépresseurs. Tous les antidépresseurs qu'on a testés. Parce que d'abord, on a testé une molécule. Et puis, on s'est dit, tiens, c'est rigolo, il aime bien ça. Et puis, on a fait toutes les molécules qu'ils avaient testées en labo, ce qu'on a pu trouver. Et il aime tout. Comme les somnifères, il adore ça. Il y a un effet physiologique après la consommation des somnifères par le blob ou non, rien. Non, vraiment, en vrai, non. Non, c'est vraiment juste des préférences. C'est de la... Alors, on a bien sûr contrôlé pour le pH, pour voir que c'était pas un problème de pH, quoi, puisque le blob détecte très, très facilement les différences de pH, mais non. Ça doit être une molécule, ça doit, je sais pas. En fait, on travaillait avec une boîte pour tester, justement, voir si le blob pouvait être utilisé comme un détecteur de perturbateurs endocriniens. Au départ, c'était ça l'idée. Et donc, on avait collectionné, je sais plus combien, plus d'une centaine de substances qu'on a testées, testostérone, oestrogène, sur le blob. Et donc, au passage, on avait aussi testé antidépresseurs, drogue. Ils sont vite faits. Oui, mais je vois bien la discussion entre labos dans un couloir. T'aurais pas de la cocaïne, s'il te plaît, c'est pour mon blob. C'était exactement comme ça que ça s'est passé. Ça montre qu'en recherche, c'est important de s'amuser aussi dans ce qu'on fait, des fois. Oui, dans la légalité, je rappelle. Tout ça est tout à fait légal. Très bien. Donc ça, c'est en testant les substances au contact du blob, du coup. Mais a priori, il y a aussi, donc, ce que j'ai lu, c'est qu'on peut aussi s'injecter des substances provenant du blob, un truc comme ça. Ça, c'est encore en essai. Mais oui, il y a... Alors, Physarum polycéphalum, lui, il produit une petite molécule qui s'appelle la polycéphine et que les gens aimeraient utiliser comme un véhicule pour véhiculer des médicaments. Par exemple, quand vous avalez un médicament et qu'il est là pour tuer des cellules tumorales, vous n'avez pas envie qu'il tue toutes les cellules sur son passage. Donc, vous voulez en fait le guider jusqu'à les tumeurs. Et il faut que ces véhicules ils soient biodégradables, qu'ils ne soient pas détruits par le système immunitaire. Donc ça, c'est les deux propriétés qu'on recherche et qui soient bien sûr pas toxiques. Et il semblerait que la polycéphine puisse être utilisée comme un petit véhicule. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'essai. Donc c'est pas fait encore, mais c'est à l'essai sur des animaux. Incroyable, encore une fois. Alors, ce genre de test, je précise entre parenthèses, sauf la cocaïne, c'est aussi quelque chose que tu as instillé dans tes nombreux projets de sciences participatives. Est-ce qu'il y aura des études où des milliers de foyers français ou écoles françaises seront remerciés grâce à leur contribution? Je sais que tu l'avais teasé dans certaines vidéos. Est-ce que ça va se concrétiser? Ils ne seront pas remerciés, ils seront auteurs Wow. de la publication. On est en train de travailler donc le projet de sciences participatives derrière le blog La Recherche, où on a eu au départ 14 000 personnes qui s'étaient inscrites. On a 4 000 personnes qui ont été jusqu'au bout, c'est-à-dire l'analyse des données, donc qui ont fait l'expérience, qui ont uploadé leurs données, qui les ont analysées, donc c'est pas mal du tout. Bravo. Et là, on est en phase de... En fait, les personnes devaient dessiner en fait le contour de leur blob. Donc, pour vous expliquer l'expérience, on testait les effets du réchauffement climatique sur les blobs et donc on simulait des vagues de chaleur à la maison.
Et les gens devaient, l'expérience, le test tous les jours, c'était de placer un blob dans une boîte de pétri sur un gel humide et de voir à quelle vitesse il explorait, de prendre une photo. Et donc ensuite, ils doivent dessiner le contour du blob. Donc ça, c'est un peu contraignant. Et ça, c'est pour alimenter un algorithme de machine learning qui va automatiquement ensuite reconnaître des blobs dans d'autres boîtes. Donc le but, c'était qu'on ait 1% en fait des images qui soient analysées. Les personnes ont analysé ces images en aveugle puisqu'elles leur sont attribuées. Sur la plateforme, les gens, ils analysent pas leurs images. Enfin, ils peuvent s'ils veulent, mais souvent, on leur attribue un jeu de données et c'est eux qui dessinent des blobs. Et ces dessins, ces petits masques sont envoyés à un mathématicien qui travaille avec moi, qui est à Arizona State University, et qui, lui, développe un algorithme machine learning de reconnaissance automatique des blobs. Comme ça, il va pouvoir analyser, en fait, les 800 000 images qu'on a reçues en one shot. Et ensuite, toutes ces données, je vais les récupérer et je vais faire les stats. Et là, c'est assez rigolo parce que la science participative, c'est vraiment à tous les niveaux. J'ai fait un atelier blob au Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, ces vacances de Noël. Et il y a une dame qui est venue avec son enfant pour participer à l'atelier. Et c'était une spécialiste des statistiques de sciences participatives. Donc, on a discuté. Et donc, je vais lui présenter le projet et il est possible qu'elle se joigne à nous dans notre projet. Donc, ce projet marche beaucoup comme ça, avec des collaborations à droite à gauche. J'ai l'impression de toute ta recherche. C'est un petit peu. Et donc, les gens s'appelleront derrière le blob la recherche et ils seront tous derrière ce nom-là. Et ils seront donc tous listés en matériel supplémentaire. Tous les 4000 feront participer à l'expérience. Bravo. Donc, voilà. Franchement, chapeau. Bon, la publication n'est pas encore écrite, hein, mais elle sera écrite. Mais comme j'explique à mes volontaires tout le temps, la science, ça prend du temps. Et voilà, il faudra être patient. Pour répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et justement, il y a une question que je me pose aussi, parce qu'a priori, on ne sait vraiment pas quelle est la cause, quelle est la molécule que prend le blob pour empoisonner ses grandes ennemies, la limace et les vers. A priori, on ne sait vraiment pas quelle molécule, on n'a aucune piste. Non, en plus, ça, c'est venu d'une observation complètement hasardeuse. 3 observations en réalité. Un étudiant qui me dit qui tripotait beaucoup les blobs parce qu'il faisait de la sélection artificielle, il me dit c'est marrant, quand je passe toute la journée à toucher des blobs, je sens plus le bout de mes doigts. Je vous rassure tout de suite, ça revenait de suite après, hein, mais il avait une petite insensibilité. Et quand on a tourné le film avec Jack Mitch, le blob, le génie sans cerveau, on a vu en fait une limace commencer à manger du blob et tétaniser complet, et le blob lui passer dessus et partir plus loin. Et donc j'en ai parlé à un collègue aux États-Unis qui travaille sur les planaires, qui sont des petits vers plats, et il m'a dit mais si tu mets un ver plat sur le blob, il tétanise complet. Et donc on a commencé à monter une collaboration avec une chercheuse qui est à Albi, qui travaille sur les planaires, et en ce moment on teste en fait des extraits de blob, et donc on essaye déjà de définir où est cette molécule, si elle est dans le mucus, si elle est sécrétée par le blob ou si elle est à l'intérieur. Donc on fait plusieurs en fait mix en fait, et ensuite on travaille avec des chimistes qui regardent les fractions, les différentes fractions, quelle est la fraction active sur les planaires, etc. Donc on avance petit à petit et donc le but est de découvrir quelle est cette molécule, parce que qui sait, ça pourrait sauver énormément de jardiniers. Moi je suis très intéressé parce que je travaille sur un ver marin. Je suis en train de penser là en même temps que tu me parles qu'on a des protocoles dans lesquels on veut les paralyser, donc ça pourrait être, ça se trouve, c'est beaucoup plus économique, je ne sais pas. Ah oui, surtout la biomasse du blob, on en a vite, très rapidement, donc je t'enverrai des extraits de blob. C'est le prochain. Volontiers. Ouais, le prochain Botox, quoi. Mais pour les vers. Bon. C'est cool, et on apprend aussi dans le livre que plusieurs expériences ont été réalisées en microgravité, comprendre dans l'espace. Peux-tu nous en parler, notamment la dernière en date avec Thomas Pesquet, et surtout nous dévoiler s'il y en aura d'autres dans le futur et quelles peuvent être les applications de ces recherches? Alors oui, le blob il est parti pour 6 fois dans l'espace, et au début il est parti tout seul, le pauvre, enfin avec des rats, sans astronaute, dans des biosats russes. Je sais pas si c'est beaucoup abusé. Et par contre son dernier voyage c'était en effet à bord de l'ISS, et ce projet il avait vraiment un but pédagogique. C'était un projet donc qui était lancé par le CNES encore. Et qui est en collaboration avec le CNRS, donc et l'Académie de Toulouse. Donc c'était CNES, CNRS, Académie de Toulouse. Et le but, c'était d'encourager les jeunes à faire des sciences. Et quoi de mieux comme ambassadeur que Thomas Pesquet, couplé au blob. Donc ça a été le duo explosif. Et donc on a envoyé 4 blobs
à bord de l'ISS. On a observé leur comportement et en parallèle, on a envoyé des blobs dans 5000 établissements scolaires. Donc, il y a 350 000 enfants qui ont travaillé sur le blob en 2021. Et donc, moi, j'ai récupéré les données de... Alors, c'était pas du tout obligatoire, hein, mais les enseignants pouvaient m'envoyer leurs données. J'ai reçu 700 jeux de données. Les enseignants qui avaient reproduit vraiment l'expérience à l'identique que celle de Thomas Pesquet. Et les observations qu'on a pu faire, c'est que les blobs se sont réveillés plus rapidement à bord de l'ISS et se déplaçaient aussi plus rapidement. Et c'est intéressant parce que ça confirmait en fait des observations préliminaires qui avaient été faites dans les navettes américaines, où ils avaient regardé, eux, juste pendant 1h30, en fait, le flux du cytoplasme à l'intérieur du blob. Ils s'étaient pas vraiment intéressés au comportement, mais ils avaient regardé un peu ce qui se passait à l'intérieur et ils avaient vu que les contractions étaient plus fréquentes. Et donc, nous, on retrouve au niveau du comportement, en effet, un blob qui va plus rapidement. Donc ça, c'était assez intéressant. Donc, il n'y a pas de projet prévu dans les années qui viennent. J'ai juste un petit projet actuellement avec un groupe de jeunes femmes qui vont bientôt partir aux États-Unis pour faire des expériences un petit peu conditions Mars. Elles ont gagné en fait un projet et elles ont gagné donc en fait l'opportunité de passer 15 jours dans des conditions simili-Mars. Et il y en a une d'entre elles qui va faire quelques expériences sur le blob dans cette petite dans cette fausse navette parce qu'elles ne seront pas sur Mars. Donc pour l'idée peut-être d'envoyer un blob sur Mars, qui sait. Le futur du Moi le blob, du coup. Voilà. Version du journal intime. Donc du coup, Moi le blob, oui, donc c'est vraiment le journal intime à la première personne, où il se compare aux humains. Et pour donner un exemple de comparaison avec nous humains, donc on en a parlé un peu avant, le blob écrit que, je le cite, c'est lui qui l'a écrit, ma vie sexuelle est compliquée. Donc jusque-là, je me sentais aussi concerné, à vrai dire, pas de grande différence avec nous. Et puis après, je lis que le blob a 720 types sexuels. Et là, tout de suite, ça m'a moins bien parlé. Nous, on a mâles et femelles, et eux, ils en ont donc 720. Pas plus, pas moins. Et tout ça, donc, si j'ai bien lu, on le sait juste grâce à l'étude des gènes, c'est ça? Ouais, c'est 3 gènes qui ont différents allèles, MAT-A, MAT-B, MAT-C, qui existent en plusieurs allèles, donc en plusieurs versions, si on veut caricaturer. Et donc, ça fait 720 possibles. Ok, donc c'est juste par l'étude des gènes. Mais du coup, il y a un truc que je comprends pas. On est capable de savoir un nombre exact de types sexuels du blob grâce à l'étude de ces gènes, mais on a du mal à savoir combien de chromosomes il dispose. Comme le blob lui-même écrit, quant à moi, le mystère reste entier, je posséderais entre 80 et 90 chromosomes qui seraient de plus accompagnés par 150 millichromosomes. Pourquoi pas, je veux dire. J'aime bien rester mystérieux. Donc, on arrive à déterminer des gènes précis sans savoir le nombre de chromosomes. Enfin, ça me paraît bizarre. Comment c'est possible, ça? Ouais. Ça, c'est très bizarre. En fait, il y a plein de photos de chromosomes à l'intérieur de blob. Alors, ils trouvent jamais le même nombre. Alors, des fois, il y a des problèmes de polyploïdie, mais et surtout, quand on compte les chromosomes, souvent on compte les extrémités des chromosomes qui sont les télomères, parce que c'est des séquences en fait qui sont extrêmement conservées, facilement reconnaissables, etc. Mais le blob, il a des séquences de télomères intégrées au milieu de son ADN. Donc, quand on saucissonne l'ADN et qu'on le séquence, qu'on partage en petits morceaux et qu'on cherche les télomères, on va en trouver beaucoup plus qu'il y a de chromosomes, donc ça va pas. Donc, c'est alors, il y a un chercheur, il disait, alors, soit il y a 150 chromosomes et j'y comprends rien, parce que je compte 150 télomères, donc ça va pas du tout. Et donc, quand on lit les papiers, les chercheurs sont pas du tout d'accord sur le nombre de chromosomes, ils ont jamais trouvé le même nombre. Et donc, c'est carrément même une gaussienne. Alors, vous imaginez, sinon, notre nombre de chromosomes, c'est une gaussienne, une espèce de gaussienne, c'est il y en a 39, il y en a qui en ont compté 60. En fait, c'est vraiment, on trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc actuellement, on ne peut pas dire si Physaropolis le nombre de chromosomes qu'a Physaropolis. C'est un mystère. J'ai l'impression qu'on a une série de questions là qui va nous permettre de justement un petit peu creuser cette question de télomères, etc. C'est Blue Phoenix dans la chatroom qui nous demande: un blob, ça a une espérance de vie? Ah, ça c'est une excellente question parce qu'on est en train de travailler dessus. Et on travaille sur le vieillissement chez le blob. Et donc, comme d'habitude, en tant que scientifique, on regarde d'abord ce que les gens ont fait sur le sujet avant de se lancer. Et les gens disaient que les plasmodes, une fois qu'on réveille un blob à partir d'une sclérote, les plasmodes auraient une durée de vie de max 1 an.
Donc 1 an, on peut conserver un plasmode. Et donc nous, on s'est lancé dans notre expérience avec 2 souches, Lu et Malu. Malu, au bout d'1 an, en effet, c'était assez frappant. Ils sont tous morts à 2 jours d'intervalle. Alors on avait plusieurs clones de Malu. Et donc dans la littérature, ils émettent l'hypothèse, mais quasi certaine, que la durée de vie d'un plasmode serait génétiquement codée. Donc là, pour le coup, en effet, Malu sont tous morts. Mais vraiment, c'est comme si c'était donné le mot, on meurt tous aujourd'hui. Et ils étaient dans la même étuve que les autres, donc il n'y a pas d'histoire d'environnement qui aurait changé. Et Lu, il est toujours là, et ça fait 2 ans et demi. Et j'en peux plus de le voir, parce que je dois le nourrir tout le temps. Et donc, on a 20 Lus qui ont 2 ans et demi, et qui se portent comme des chats. Alors, la seule chose qu'on a du coup quantifiée au cours du vieillissement, c'est qu'il y a un ralentissement, donc il est un petit peu plus mou que les autres. Ils ont les mêmes capacités d'apprentissage, ils ont des capacités de prise de décision qui sont différentes parce que les plus vieux sont beaucoup plus sensibles au stress, mais c'est comme nos vieux à nous. Et quand on regarde à l'intérieur de la cellule en imagerie, on voit qu'il y a du stress oxydatif qui s'accumule quand même avec l'âge. Donc ça, c'est une chose qu'on a démontrée. Et là où le blob est bizarre, c'est que si on l'endort avant que ça commence à devenir un peu trop oxydé à l'intérieur, on l'endort, on le réveille, il reprend sa vitesse de base. Donc ça, c'est un peu fou, c'est-à-dire que ça fait 2 ans qu'il est tout ralenti, on l'endort, on le réveille, il revient à la vitesse qu'il avait quand il avait 1 semaine. Alors, on n'a pas suivi, en fait, si ça s'était réécroulé les mois d'après, on a regardé juste 1 mois après. Et après, chose un peu plus folle encore, ça va sortir en février, ça. On a fait fusionner un vieux et un jeune, et le vieux est devenu jeune, quoi. Il a la vitesse du jeune, quoi. Il a la vitesse du jeune, donc c'est assez. Et le jeune a un peu ralenti, mais bon, ça va quand même. Et donc en ce moment, on est en train de faire donc ça c'est ce qu'on publie là dans ce mois-ci, c'est la partie comportement, et la partie biocell, en fait, on va la publier après parce qu'on attend que Lu vieillisse beaucoup. Parce que là, il n'est pas encore assez vieux. Et on le suit. Donc là, c'est très rigolo. J'avais des stagiaires de 3e cette semaine. Ils disent, c'est qui ces blobs là? Ben, ça, c'est nos vieux blobs qu'on nourrit depuis 2 ans et demi. Donc, Alors attention, voilà. faut pas tricher, hein. Faut pas accélérer le vieillissement exprès, Audrey. Hein. Non, c'est ça. Non. J'avais déjà fait l'expérience de vieillissement sur les fourmis. J'avais été extrêmement tentée d'écraser la dernière qui avait vécu je sais plus combien de jours. Mais non, on les garde. Et est-ce que en estimant le taux de diploïdie et en extrapolant, est-ce que tu peux faire une prédiction Sur sa mort? Ouais. En me basant surtout sur le stress oxydatif, je crois, parce que là, Lu, il a pas encore atteint le stress oxydatif que Malu avait juste avant de mourir. Parce que Malu, on a eu de la chance de l'imager la semaine avant qu'il meure. Donc ça a été la cata. Alors ce qui était rigolo chez Malu, c'est que quand j'ai vu qu'il était en train de mourir, parce qu'il a pris une couleur bizarre, et on dirait que la cellule n'arrivait plus à rester une, je l'ai vite endormi. Et on l'a réveillé, et là, il a tenu, 2 semaines de plus, quoi. Et voilà, et ça s'est réécroulé. Donc vite fait, j'ai rendormi, et là, j'ai tenu 1 mois. Donc je pense que je pourrais peut-être le récupérer en faisant des endormissements et des réveils successifs. Alors que Lu, pour l'instant, chaque fois qu'on le réveille, c'est vraiment, on voit qu'il y a pas les effets. Donc je dirais que là, on est Malu 6 mois, donc je dirais qu'on est parti pour au moins 4 ans. Là. D'accord. Ouh, on est ravis. Ça mange tous les jours. Donc ça vit longtemps, mais la découverte de l'immortalité, donc on n'est pas encore là, quoi. Non, alors nos blobs au labo, puisqu'on fait à nous réveil, endormissement, Lu, de sa naissance en termes si on part de sa naissance où il y a eu fusion des 2 gamètes, il a 38 ans. Ah, ouais. Notre plus vieux, il a 70 ans. Et cette étape donc d'endormissement, c'est là où il y a la sphérulation. Ouais. Il y a des choses qui se passent concrètement sur les noyaux qui peuvent expliquer ce rajeunissement. Alors, j'ai une hypothèse, parce que dans les années 80, dans un vieux ouvrage, ils ont dit « Ah, c'est marrant, quand le blob il se férule, il y a tel enzyme qui sont exprimés, et donc beaucoup des catalases, des choses comme ça, qui sont liées à la désoxydation de la cellule. » Donc, peut-être que ces enzymes elles servent à quelque chose dans la sphérulation, mais au passage, elles font aussi le nettoyage. Donc là, en ce moment, on a déposé un projet ANR sur ce sujet-là, pour pouvoir en fait regarder l'expression de ces enzymes pendant la sphérulation, pour pouvoir requantifier en fait ce qui avait été fait dans les années 80, déjà valider qu'en effet ces enzymes sont surexprimées pendant la phase de sphérulation, et voir si en injectant finalement ces enzymes
dans un blob bio, est-ce qu'on peut en effet le récupérer un petit peu? Ce serait une vraie détox de stress oxydatif, en fait. Exactement. Le Ça vrai serait régime beau, hein? détox. Le vrai régime détox qui marche. Et pour moi, alors, j'ai un profil de généticien, donc je me demande s'il y a d'autres protocoles pour obtenir des mutants qui seraient testés chez Physarum polycéphalum. Dans le livre, par exemple, on apprend qu'il y a eu des mutants naturels ou obtenus après exposition avec des substances mutagènes, etc. Mais je me demande s'il n'y a pas eu des tentatives d'utiliser des outils comme la fameuse technique CRISPR-Cas9. Je renvoie nos auditeurs à l'émission 223 sur le sujet, pour obtenir des mutants ciblés sur des gènes spécifiques. Je sais pas, par exemple les catalases, et voir si ça a un impact sur l'endormissement. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors, CRISPR-Cas9 n'est pas encore développé pour Physarum, mais je pense qu'il y a une équipe aux Pays-Bas qui travaille dessus. En tout cas, ils m'ont dit que c'était en train de transformer des blobs, donc je pense qu'ils utilisent cette technique-là. Ils m'ont demandé de leur envoyer pas mal de souches là dernièrement. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Il faut savoir que le génome du blob, il a été séquencé en fin 2015, mais il n'est pas annoté, donc il est inutilisable en fait, parce personne n'est capable de l'assembler, parce que c'est des tout petits morceaux, parce qu'il a plein de séquences répétitives, en particulier même dans les zones introns, ça fait que les enzymes, elles décrochent, elles font des mini-bouts, donc on a plein de mini-bouts, et on ne sait pas les assembler, qui vient après quoi, donc il n'est pas annoté. Donc par exemple, là, nous on travaille sur... on regarde un peu la transcripto pendant l'apprentissage, donc les gènes qui sont surexprimés, sous-exprimés pendant les phases d'apprentissage chez le blob. Donc on a, oui, youpi, on a 200 gènes qui sont surexprimés, on sait pas ce que c'est, quoi. Donc on a des numéros, mais on n'arrive pas à les caler, on sait pas ce que c'est. Donc c'est un peu frustrant. Et donc j'ai un collègue à Aberdeen en Écosse qui est en train d'essayer de le séquencer à nouveau avec les outils de maintenant, parce que même s'il avait été publié en 2015, les gens avaient utilisé des outils qui étaient plutôt de 2008, ils avaient commencé en 2008. Et donc il veut essayer la technique long grid, voir si ça marche mieux, mais honnêtement, il galère, il m'a dit. Il y a des jeunes hommes comme ça. Voilà. Pour finir cette fantastique interview, nous allons ne pas trahir à la tradition et utiliser les questions finales à la Jean-Michel Abrassard de scepticisme scientifique. Mais cette fois-ci, d'une part, parce que Audrey, on t'a déjà eu et donc on t'a déjà posé cette question. Mais d'autre part, parce que on parle de moi, le blob, ces questions sont cette fois-ci directement adressées à Fifi le blob. Alors, Fifi, quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et dont vous êtes lassé? À quoi tu sers? On me demande tout le temps ça dans les conférences. Mais ça sert à quoi le blob? C'est vraiment frustrant. Je comprends. Et du coup, qu'est-ce que répondrait Fifi à ces malencontreuses personnes posant cette question? Et toi, Homo sapiens, à quoi tu sers? Voilà, c'est ça qui répond Fifi. Bien joué. Et donc, Fifi, quelle est la question que l'on oublie souvent de vous poser et que pourtant vous trouveriez intéressante de développer? Ouh, là, ce serait... Ah oui, ça, c'est quoi d'être toi? Dans le sens, moi, c'est la question qui va dire, donc, qu'est-ce que ça c'est d'être un blob? Qu'est-ce que ça fait d'être un blob? Ça, c'est... Tout éthologiste, je pense, essaye forcément de se placer à la position de l'animal qui regarde. C'est trop difficile, en fait, parce qu'on n'a pas de système sensoriel, on perçoit pas le... Mais ça serait bien, juste une fraction de seconde, d'être Fifi. Donc, ça fait quoi d'être Fifi? Pour le blob, je comprends. Pour les éthologistes des éponges, moins. Filtrer toute la journée. Voilà. Pourquoi pas. Moi, j'ai travaillé sur un organisme qui s'appelait Nacidi et c'était ça son job. Filtre. Le nihilisme. C'est ça. Donc bon. Le blob, au moins, il y a un petit peu des choses qui... Ah, il a ce côté un peu fun, ouais. Il se balade quand même, au moins. Et donc, pour clore cette émission, il y avait une citation qu'on demande, la fameuse quote de l'émission, et donc tu t'es plié à l'exercice, que tu pourrais venir avec ta propre citation, Audrey. Je ne voulais pas seulement connaître les noms des choses, je me souviens que je voulais vraiment savoir comment tout cela fonctionnait. Et c'est Elizabeth Blackburn, qui est donc prix Nobel, qui a découvert la télomérase chez Tetrahyména. Et qui est d'ailleurs aussi une piste pour étudier le vieillissement chez l'homme, d'ailleurs. Grosse piste. Mais du coup, la télomérase, elle est active aussi au milieu des chromosomes chez le blob.
j'imagine. Non, elle n'est pas active au milieu des chromosomes. En fait, c'est juste les télomères, la séquence télomère qui est dans le gène, mais la séquence de la télomérase, non. En fait, t'as le gène qui code pour la télomérase, et puis après, t'as le télomère, qui est juste un enchaînement au bout des chromosomes. Et c'est cet enchaînement qui se retrouve à des endroits qui ne devraient pas être. Et du coup, la télomérase, l'enzyme, elle agit sur ces petits bouts de trucs qui sont Non, pas au bon endroit non, elle agit que ceux qui sont sur ceux à l'extrémité, puisqu'elle se pose en fait à l'extrémité la télomérase, le D'accord. télomère. C'est pour ça que c'est rogné aussi. I understand. Fantastique. Eh bien, merci pour cette fantastique émission. Et Alexa, si tu veux bien conduire vers la fin. Eh ben oui, il est temps de conclure. Alors, si moi, le blob, je me mets en dormance, il est temps pour vous d'aller dormir. J'espère que toutes ces histoires à mon sujet vous auront permis de rêver à la biodiversité, à l'évolution des formes de vie les plus folles et donner envie d'explorer notre monde à la recherche de ses propres aliens les plus fascinants. Merci Audrey de nous avoir ouvert les portes de mon monde. Et en attendant d'arriver chez vous en blob domestique, n'oubliez pas que servir la science soit votre joie. Top! Je vis à l'abri de la lumière dans les habitats sombres et humides. Être unicellulaire